Sur la vidéo précédente, ou le podcast, selon sur quel média tu écoutes ce message-là, j'ai rapidement glissé que j'avais vécu un burn-out en 2008 et que je pensais m'en sortir en fuyant tout le contexte, l'environnement pro, perso, bref. Et du coup, j'ai choisi d'en parler, voilà, de témoigner un peu de ce burn-out que j'ai passé. J'en ai pas vraiment parlé encore. Et je le fais sans script. Je veux que cet échange, il soit vraiment naturel, spontané, avec mes mots et pas forcément sur quelque chose de très calé. Et voilà, j'ai pas envie non plus que ça dure super longtemps. Donc ça va être le sujet de cette vidéo-là, du message d'aujourd'hui. Et je t'invite également à t'abonner, que ce soit au podcast ou à la chaîne YouTube, pour continuer à suivre les messages hebdomadaires que je vais partager maintenant. Toujours sur le burn-out, mais vraiment sur ce moment, cette deuxième étape, celle où on a retrouvé notre énergie et qu'on ne sait plus trop qui on est en fait. Et qu'on ne sait plus trop comment faire pour que cette énergie soit constructive. Ça va être vraiment la thématique de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, parce que c'est sur ça que je travaille et que c'est super inspirant d'avoir vos histoires, vos retours et de vous voir vous transformer. Le sujet, j'en reviens, que vous partagez mon burn-out. Donc c'était en 2008 en fait, je travaillais, j'étais vendeuse en prêt-à-porter, j'étais en CDI. J'étais contente de cet emploi. Alors ouais, c'était un travail alimentaire, hein. Je cherchais à ce moment-là à avoir un salaire, à avoir un revenu, car je venais d'arrêter de collaborer dans l'entreprise de mon conjoint de l'époque. Et je voulais vraiment retrouver mon indépendance financière, mon indépendance professionnelle. J'avais déjà de l'expérience dans le domaine de vendeuse en prêt-à-porter, du coup, ça me paraissait logique de continuer là-dedans avec l'ambition de devenir manager de l'équipe et responsable du magasin, de la franchise, que ce soit cette franchise-là ou une autre. En tout cas, j'ai rentré en bas de l'échelle en ayant conscience que j'avais des compétences pour être plus haute dans l'échelle, mais bien entendu, je commençais en bas. On va pas parler de la politique de recrutement et de comment négocier son contrat. À cette époque-là, 2008, ouais, donc j'avais 27 ans, encore plein d'espoir. Et au début, ça se passait bien. Mais en général, j'ai ce schéma récurrent, c'est-à-dire que la première année, dans l'entreprise, ça se passe bien. Et puis, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je commence à avoir mon ambition qui se réveille. Et je commence à me sentir mal dans l'entreprise. Et au bout de 2 ans, en général, je pars. Là, ça faisait justement 2 ans. Ça faisait 2 ans que j'y étais. Et avec l'équipe, il y avait des hauts, des bas, je me sentais en décalage, l'équipe était plus jeune que moi, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit, je ne me retrouvais pas. En fait, j'étais pas épanouie dans mon travail. J'étais déjà en comportement d'adaptation par rapport aux personnes avec lesquelles je travaillais. C'était des relations professionnelles. J'arrivais pas à aller sur de l'amitié ou avoir sa binôme, ces choses comme ça. Parce que je ne me reconnaissais pas en fait dans leur vie, dans leurs croyances. Voilà, c'était pas, ça me calait pas. Mais bon, j'avais mon salaire, du coup je continuais, je faisais bien mon boulot, la directrice était contente, la responsable départementale était contente aussi, tout le monde était content, donc je continuais de m'adapter et puis moi j'ai empoché mon chèque et voilà. Ce qui s'est passé un jour, c'est la directrice était en vacances. La directrice adjointe s'est mise en arrêt de travail pendant 1 semaine. La responsable départementale n'avait pas la possibilité de prendre le relais. Et vu que j'étais la plus responsable, que j'avais les capacités pour gérer la caisse, l'ouverture, la fermeture, les litiges clients, les réceptions des commandes, bref, j'avais les capacités d'être la directrice. Du coup, on m'a proposé pendant 1 semaine de faire le job.
à la place de l'adjointe et à la place de la directrice de la boutique. Et ma première réaction, ça a été de dire non. Non, je peux pas. Je peux pas parce qu'avec l'équipe, ça se passe mal, la communication est mauvaise, je ne suis pas respectée, je m'entends pas avec eux, ils sont négligents, ils sont toujours en retard, ils écoutent pas, ils font pas les choses et si tu me donnes cette responsabilité, je ne vais pas arriver à être détachée de ça puisque ça fait partie des responsabilités et que l'équipe qui a été recrutée, je la valide pas en fait. Donc je veux pas avoir de responsabilité avec eux. Donc là, elle me dit ok, mais en fait, je te demande pas de valider l'équipe, je te demande pas de la manager, je te demande pas de la gérer, je te demande juste d'ouvrir le magasin, de fermer le magasin et c'est tout. T'as que ça à faire. Voilà, tu ouvres le magasin, tu fermes le magasin. Et là, t'as tout ton côté, toi qui es perfectionniste, impliqué, qui sait que c'est plus que ça. Le fond du truc. Tu sais que les autres, vu qu'il y aura, il y aura plus les loups, donc les souris vont danser. Tu sais que ça va être le bordel. Donc tu revalides le non. Et on reinsiste derrière. Donc en fait, je me suis sentie dans l'obligation de dire oui. Parce que de toute façon, si je prenais pas la responsabilité, je serais quand même amenée à l'avoir, parce qu'il faut bien quelqu'un pour avoir les clés, etc. Donc on m'a donné, j'étais la solution. Je ne la voulais pas, mais c'était la seule solution à leur niveau, plutôt que d'amener quelqu'un d'autre ou de ramener la directrice de ses vacances, bref. Arrive le lundi. Lundi, mardi, le burn-out, ouais, je l'ai vécu le mercredi. Donc j'ai passé 2 jours à me contenter d'ouvrir, de fermer, de voir que ça ne travaillait pas, de voir que ça arrivait en retard, de voir que ça partait avant l'heure. Donc moi, je faisais mon rapport, hein, parce qu'on m'avait dit juste de faire le rapport. De passer des journées où personne m'adressait la parole. Il y avait très peu de clientes, c'était en saison creuse. Les journées très longues. Très très longue. Et moi, je commençais à bouillonner à l'intérieur parce que je comprenais pas en fait ce que je foutais là. Ouvrir et fermer un magasin, être dans une équipe qui m'adresse pas la parole, où j'ai rien à faire pour compenser la montée de stress, je commençais à monter. Et le mercredi matin, donc j'ouvre, la personne qui devait venir pour faire le ménage, tout ça, est arrivée à l'heure de l'ouverture, donc j'ai ouvert le magasin avec des personnes, des clientes qui sont rentrées dans un magasin sale, avec des vêtements par terre, avec les cabines de la veille qui n'avaient pas été faites. Et j'ai eu honte. J'ai eu honte d'ouvrir le magasin dans cet état. Et j'ai la personne qui est arrivée en retard, en mode frais. Ouais, là, tu sais pas, hier soir, il m'est arrivé ci, nanana. Le mec, même pas il s'excuse d'être en retard. Même pas il se met au boulot pour compenser le ménage qui était censé être déjà fait. Il accueille pas les clientes et il vient me raconter sa super soirée jusqu'à 2h du mat. Je le laisse parler pendant 10 minutes et là je redeviens moi. Écoute, ça fait 10 minutes que tu es arrivé, 10 minutes que tu me racontes ta soirée. C'est cool, t'as passé une super soirée, je suis contente avec toi. Je suis contente pour toi. Par contre, t'es censé être là depuis 9h30. Là, du coup, c'est 10h30. Ton boulot, il est pas fait. Le ménage est pas fait. Le magasin est pas rangé. Les clientes, tu ne les accueilles pas. Tu ne les aides pas. Tu ne cherches pas à leur proposer quoi que ce soit. Et tu restes là à me raconter ta life, en fait. Donc, dans un premier temps, en fait, on n'est pas potes. Donc, ta soirée, elle était je suis contente pour toi, mais on n'est pas potes. Donc, j'ai pas besoin que tu me racontes ta soirée pendant 1 heure. Et là, je te demande par contre de commencer à te mettre à ton travail. Et là, le gars, en fait, il a explosé. Il m'a pas agressé verbalement, mais il m'a mal parlé. En tout cas, il m'a manqué de respect. Il a levé le ton et il a complètement contesté ce que je disais. Et de là, les autres qui étaient arrivés et qui étaient en arrière-boutique ne se sont pas manifestés. Du coup, j'ai appelé la responsable et je lui ai dit ce qui se passait. J'étais en larmes au téléphone. Et je lui disais, il est hors de question que ça continue jusqu'à samedi soir. Il est hors de question que ça continue comme ça. Ah ouais, mais Mag, on n'a pas de solution.
Mais ça, c'est pas mon problème en fait. Moi, je peux pas rester dans cette boutique. On vient de me manquer de respect. On vient remettre en cause l'autorité du fait qu'ils ont des comptes à rendre. Et voilà. Et là, on me balance. Mais Mag, c'est pas de ta... on t'a pas demandé non plus de commencer à leur reprocher d'être en retard, de faire leur travail, de pas faire leur travail, etc. Donc, t'avais pas à faire ça déjà de ton côté. Tout ce qu'on te demande, c'est d'ouvrir le magasin, de compter la caisse et que le magasin soit ouvert par les clientes. Et je dis ouais, mais moi mon taf c'est aussi que le magasin il soit rangé, qu'il soit propre et que les clientes soient accueillies et que les gens soient payés pour travailler. Et là t'as personne qui bosse et en plus quand je leur demande de faire leur travail parce que voilà, c'est pas normal. Donc là je suis en plein conflit de valeurs. Je suis en pleine équipe qui décharge la responsabilité sur moi. L'équipe supérieure et l'équipe de travail qui se désengage, qui me manque de respect et qui commence à m'accuser de tout. Ben, en fait, j'ai pris les clés du magasin, je les ai données à l'un d'entre eux, celui qui me paraissait le plus euh, apte intellectuellement. J'ai pris ma voiture et j'ai fait un abandon de poste. Quand j'ai donné les clés, j'ai dit je me casse. Tu te démerdes. T'as le numéro de responsable, c'est plus mon problème, je me casse. L'abandon de poste. Je rentre chez moi et je pensais être seule dans l'appartement puisque mon conjoint de l'époque était censé travailler ou aller à la pêche ou je sais plus. Je rentre dans l'appart, je vais dans ma chambre, je m'écroule. En larmes, je me mets en fœtus et je pleure et je pleure et je pleure. Je prends l'oreiller, je crie, je crie, je crie. Et là, la porte s'ouvre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Là, je dis, putain, je suis pas seule. Merde. Oh la honte. Donc là, je me sens super honteuse de me dévoiler dans toute ma vulnérabilité. Et là, bah, j'explique et je vide mon sac en fait. Donc là, mon ex, mon conjoint de l'époque, bah, en fait déjà, il m'emmène de force au médecin. J'ai mon arrêt de travail pour surmenage. Il me donne 2 semaines, je comprends pas. Je dis bah non, bah c'est bon, j'y retourne demain. Non, non, tu prends 2 semaines. Et dans 2 semaines, avant de reprendre, tu reviens me voir. Ah ok, mais je suis juste j'ai juste pleuré sur mon lit quoi. Hein. Non, non, tu reviens. Ok, d'accord. Et du coup, hop, je rentre dans l'appartement et là j'ai du coup mon conjoint qui pète un plomb par rapport au magasin, qui me dit que c'est pas normal, que c'est honteux, et qui va descendre et qui va dire ses quatre vérités au magasin, à l'équipe et tout. Alors je lui dis non, 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 putain, n'y va pas, tu vas me foutre le bordel encore plus et tout. Ouais, je m'en fous et tout, machin. Donc j'ai pas pu l'empêcher. Donc en fait, il est parti en furie, il a pris la bagnole, il a fait les 20 bornes. Il est allé pousser sa gueulante, comme quoi c'était inadmissible la manière dont j'ai été traitée, comment j'ai été considérée. Il a vidé tout le sac de vérité en fait. Hein. Et en fait, donc c'est là qu'il m'apprend que bah, il l'a fait sur la directrice qui était revenue malgré ses vacances pour compenser ça. Et que bah, en fait, il a été, on va dire, écouté, mais que ça s'était pas bien passé dans le sens où j'étais toujours la responsable de tout ça aux yeux des autres. Donc moi, j'ai fait mon arrêt. J'ai eu un message de la directrice qui m'a dit que mon conjoint avait été agressif avec elle, qu'elle contestait, qu'elle n'était pas d'accord avec ce comportement-là, que ça allait être signalé, blablabla, blablabla. Ok. Après un message de la manager, enfin de la responsable départementale, comme quoi, bah ok, t'es en arrêt, nanana, mais ce qui s'est passé, c'est pas normal, il faudra en reparler, ta 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 ta. Je sais même plus aujourd'hui si j'ai fait une prolongation d'arrêt ou pas. Je sais même plus comment se sont passées ces 2 semaines. La première image que je revois, c'est moi sur mon lieu de travail en train de ranger les cintres, les vêtements et la personne qui était à la bourre qui me racontait sa life, là que je m'en battais l'œuf complet,
qui vient me dire ouais mais c'est ton comportement nanana nanana et c'est quand même inadmissible, là je viens de parler mais sache que de toute façon personne ne veut t'adresser la parole. Ce que t'as fait personne n'a apprécié, ça se fait pas quand on est une équipe et tatata et tatata et tatata. Et là en fait j'ai levé la tête, je l'ai regardé, je sais plus ce que je lui ai dit, mais ce que je sais c'est que je me suis pas rabaissée, je me suis défendue. Je me suis pas justifiée. Je lui ai juste fermé sa gueule en fait. Et ça a été froid avec tout le monde. J'ai expliqué à ma directrice que mon conjoint n'était pas descendu à ma demande, qu'il a fait contre moi parce que je ne voulais pas qu'il le fasse. Je savais dans quel état d'énervement et de colère il peut être et je trouvais son comportement réactionnel excessif. S'il était porté sur elle qui n'était responsable de rien. Et du coup, je me suis excusée du comportement de mon conjoint, chose qui n'est pas normale, à savoir, on n'a pas à s'excuser des comportements des autres. Mais ça, c'était plus un problème avec le conjoint qu'avec la directrice. Et ben, j'ai tout posé. Donc j'ai continué à travailler, mais j'ai cherché une porte de sortie. Et je me suis retapée. Et déjà, la première chose, c'est que, comme je viens de dire, le comportement de mon conjoint, j'ai pas à m'excuser. Et j'ai pas du tout validé le comportement qu'il avait. Donc la première chose que j'ai faite, c'est assumer le fait que je voulais quitter mon conjoint depuis un moment déjà. Et je mettais ça comme responsabilité sur le mal-être au travail. Je mettais ça sur ça. Je suis pas bien à la maison, je suis pas bien dans mon couple, du coup je suis pas moi-même à l'extérieur du travail, donc je peux pas être moi-même dans le travail. Donc déjà, je vais régler ce problème-là. Donc j'ai quitté la personne, j'ai pris mon appartement. Donc de toute façon, j'avais le CDI et tout ça, donc voilà. Et les choses relationnelles se sont tassées au niveau de l'entreprise. Et puis après, ben, je me suis rendu compte que, hormis le travail, j'étais pas bien. Là où je vivais, j'étais loin de mes amis, loin de ma famille. Du coup, j'étais pas à l'aise avec les gens que je fréquentais. J'étais pas moi-même et limite, j'évitais de sortir. Donc, j'ai fait une demande de mutation, de passer de ce magasin à l'autre qui avait là où il y avait mes amis et tout ça. Ma demande de mutation, au vu de ce qui s'était passé, a été refusée. Donc, on m'a dit, bah, tu démissionnes et tu repars sur un nouveau CDI. Et une nouvelle période d'essai dans l'autre pour valider qu'avec l'autre équipe, ça se passe bien et que tu te sentes bien et pour pas que... Voilà. J'ai accepté parce que j'avais besoin d'un contrat de travail pour avoir un logement ailleurs. Donc j'ai refait un CDI avec cette franchise dans cette nouvelle équipe. Toujours en mode travail alimentaire pour avoir mon appartement, mon indépendance et un salaire. Et ça s'est très bien passé les premiers temps. La responsable régionale qui m'avait causé tout ça était la responsable de ce magasin-là, donc je travaillais avec elle. En plus, c'est elle qui m'avait recrutée. Donc tout se passait bien les premiers temps et pareil, au bout d'un an, j'étais pas bien. Et là, j'ai compris que le problème, c'était le travail. Le fond du fond du fond. Et j'ai commencé à chercher comment m'épanouir dans un autre travail, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, comment sortir du travail alimentaire, etc. Et là, c'est un autre épisode de ma vie. Mais voilà en gros pour le burn-out que j'ai eu en 2008. J'ai eu un déni de ce burn-out énorme parce que j'ai réalisé que c'était un burn-out il y a 2 ans en séance avec une cliente où on parlait du sien, des arrêts maladie, on parlait de surmenage et que là j'ai réalisé que mon médecin avait mis surmenage professionnel. Et là j'ai dit oh putain j'ai fait un burn-out en fait. C'est pour ça que je te comprends si bien, dis-je à ma cliente à ce moment-là en pleine séance. Donc ouais, gros déni au niveau du burn-out et au niveau de ma perception du travail.
Et tout ça, en fait, est lié à du stress chronique. Tout ça est lié au fait que quand on a un comportement d'adaptation depuis l'enfance, on ne se rend même plus compte qu'on s'adapte. On voit tout ça sous un prisme de normalité alors que ça ne l'est pas. Et le stress chronique, c'est juste que t'as tellement oublié ce que c'était que de te sentir en sécurité dans un lieu, en sécurité avec des gens et apaisé dans ce que tu fais, que tu as oublié en fait que ça existe. Et du coup, t'es en mode stress, mais pour toi, c'est normal. Tu prends ça pour de l'énergie, pour du dynamisme, pour du professionnalisme, pour de la compétence, parce que tu es toujours opérationnel, toujours dispo, toujours en train de faire, toujours occupé, toujours dans des solutions, toujours dans de l'action, et tu crois que c'est bien. Mais non, ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Donc ouais, c'est vraiment ça, le comportement d'adaptation qui devient une normalité. Le stress chronique que tu prends pour une qualité et une normalité et une compétence. Le fait de ne pas être bien où tu es et de t'en contenter en fait. Et aussi le fait que je n'ai jamais ressenti la possibilité de vraiment pouvoir trouver ma voie, d'être vraiment entendue quand je la cherchais et du coup me contenter du peu. C'est déjà bien, j'ai ça, je vais m'en contenter. Si j'ai un travail alimentaire, c'est déjà bien. J'ai un salaire, c'est déjà bien. J'arrive à payer mon loyer, mes factures, c'est déjà bien. De quoi je me plains? Et ça, le de quoi je me plains, mais je le retrouve chez tellement de femmes d'entre vous. De quoi je me plains? C'est pas se plaindre que de vouloir vibrer à l'intérieur de soi et de dire mais ça me convient pas. C'est pas parce que ça te convient pas que tu t'en plains. C'est juste que t'aimes pas. T'as le droit de pas aimer, t'as le droit de pas être heureuse alors que ça paraît une cage dorée. T'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit de penser différemment, t'as le droit d'être différemment. Et les autres, s'ils sont bienveillants, ils t'accueillent comme ça. Ils le comprennent. Et s'ils le comprennent pas, ils arrivent à le concevoir. Ok, je croyais que ça te rendait heureuse. Tu me dis que tu n'es pas heureuse. Je comprends pas pourquoi. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est pas de comprendre, c'est que tu sois heureuse. Et c'est ça, en fait, des personnes saines et bienveillantes. Et je pense que quand on est à ce stade-là, du burn-out, de l'adaptation, du stress chronique, de se contenter du peu, euh, c'est bien de prendre le temps de se poser, d'en discuter et de travailler sur soi. Et avant d'essayer de l'étendre sur l'extérieur, de déjà s'autoriser à l'intérieur de soi de ne plus se contenter du peu. De ne plus se contenter du sourire pour s'accorder le rire, de ne plus se contenter de s'accorder du sommeil au lieu de s'accorder du repos. Tu vois, ce genre de choses. Et ça, c'est important de commencer par là. Dans cette deuxième étape de sortie du burn-out, de commencer par là. Voilà ce que j'avais envie de te partager.